Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, de celles et ceux qui font de la transition environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Cécile de Villers, directrice performance durable chez Pernod Ricard France. On va détailler avec elle les actions et les engagements RSE du groupe. Pour notre débat, c'est un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète que je vous propose de découvrir. Hugoline Soler, la fondatrice de RecNorec, et Thomas Meyer, le président de SOCAP. Et puis la start-up éco-responsable du jour s'appelle Tinti et redonne vie aux meubles abandonnés. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Cécile de Villers, bienvenue. Vous êtes donc la directrice performance durable chez Pernod Ricard France. Performance durable, pourquoi vous liez ces deux mots, performance et durabilité ? Je dirais une entreprise pense toujours performance. Et au-delà d'une performance financière, aujourd'hui, nous, on pense vraiment à une performance durable, c'est-à-dire une performance aussi sur nos résultats en termes d'environnement, en termes d'aspects sociaux, sociétaux. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous diriez même que c'est devenu indissociable ? On voit le mouvement des entreprises à mission, on voit de plus en plus d'entreprises qui cherchent à définir leur rôle social, leur rôle sociétal. Est-ce que vous diriez que c'est indissociable, performance et durabilité ? Oui, je dirais ça aussi. Et je dirais c'est vraiment à mettre au cœur de notre stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, je pense, qui ne met pas ça au cœur de sa stratégie, passe peut-être à côté de quelque chose. Ouais. Vous parlez notamment de convivialité responsable. Alors évidemment, Pernod Ricard, vous vendez notamment, pas seulement, mais de l'alcool. Ça veut dire que vous mettez en garde aussi vos consommateurs sur les dangers d'une surconsommation ? Exactement, on l'a toujours fait. Ouais. On a toujours, en tant que producteur et distributeur de produits alcoolisés, on se doit vraiment de sensibiliser à la consommation responsable d'alcool. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'avant, ça l'a toujours été, mais on met des actions encore plus concrètes sur ce sujet. Donc on a toujours sensibilisé les gens. Mais aujourd'hui, par exemple, on offre des vraies alternatives sans alcool, mais dans le monde de la convivialité. Ouais. En fait, notre mission, notre raison d'être, c'est créateur de convivialité. Et aujourd'hui, on se dit créateur de convivialité engagé et responsable. Avec notamment j'ai vu ça, des étiquettes digitales. C'est quoi ? C'est presque un outil pédagogique ? Comment ça marche ? Tout à fait. Alors, ce sont des QR codes qu'on va trouver sur les contre-étiquettes de tous nos produits. Ouais. C'est en train d'être déployé. Et dessus, il y aura donc effectivement des messages sur les risques liés à l'abus d'alcool. Il y aura aussi des messages sur la composition des produits, le tableau nutritionnel, les éléments nutritionnels, et aussi des engagements sur l'environnement, comment sont fabriqués les produits, les bonnes pratiques environnementales sur ces produits. Ouais. Donc c'est vraiment important l'information aux consommateurs. Un coup d'œil aux engagements RSE, quelques-uns des engagements RSE de Pernod Ricard, certifier 100% de ses terroirs en agriculture durable, contribuer à la neutralité carbone en réduisant 50% des émissions de CO2 d'ici 2030 et développer le Made in France. Je vais reprendre ces objectifs. La certification agriculture durable. Alors vous affichez cet objectif 100%, c'est d'ici 2030 également, c'est à quelle échéance ? C'est d'ici 2030, effectivement. Ouais. On est déjà à plus de 50%. D'accord. C'est prendre tout... En fait, on parle de terroir. Évidemment, pour fabriquer nos produits, on a des ingrédients issus de la nature, de l'agriculture. Et donc, on regarde tous nos terroirs stratégiques. Et sur ces terroirs-là, on définit une démarche de certification, donc selon différents labels, en agriculture durable, voire régénératrice. Ouais. C'est toujours long, on parle de l'agriculture, et donc c'est normal d'ailleurs, hein, il faut accompagner, ça va être pour quoi, un accompagnement des exploitants ? Exactement, donc on sélectionne avec eux la certification qui est la plus appropriée à l'ingrédient, au terroir, et ensuite on les accompagne pour aller sur cette certification. Alors, quand on part sur un ingrédient, ça va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais comme on doit faire ça sur tous nos terroirs, ça fait quand même pas mal de choses à faire d'ici 2030. On espère peut-être y arriver avant. Un petit peu avant. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, de 50% d'ici 2030. Avec quel levier vous avez déjà activé ?
Alors, on a 3 gros leviers sur ce sujet. En fait, quand on regarde nos produits, ce sont des ingrédients donc, issus de la nature. Donc ça, c'est un premier levier. Ça contribue à nos émissions carbone à hauteur de 30% à peu près. Ouais. Ensuite, le gros levier, c'est la bouteille en verre, qui est un gros levier aussi. Ouais. Et puis la logistique. Et par exemple, donc, sur le packaging, sur les bouteilles en verre, on a des leviers autour de la réduction du poids de la bouteille, par exemple. J'ai vu ça aussi en viticulture. C'est vrai que c'est un travail. C'est-à-dire qu'on peut proposer la même qualité avec quoi, 20%, 30% de poids en moins? Là, c'est à peu près, on a réduit de 18%. On a gagné 1000 tonnes sur la bouteille Lillet, qui est une bouteille qu'on a allégée. En fait, on se rend compte que quand on commence à mesurer, regarder et étudier, on peut quand même réduire des choses qu'on n'avait pas pensé avant. Donc là, en l'occurrence, la bouteille Lillet, elle a été allégée de plus de 100 grammes et ça fait 1000 tonnes de réduction. Il y a aussi le choix de vous fournir en électricité verte. Ça vous y aide déjà? Vous en êtes où par rapport Alors, on est à 100%, effectivement, en énergie renouvelable. C'est un contrat qu'on a avec un engagement de notre fournisseur. Ouais. Je reviens sur le Made in France. Le Made in France, ça concerne par exemple les bouteilles en verre. Elles sont faites en France. Qu'est-ce que ça veut dire Made in France pour une entreprise comme la vôtre? Made in France, vous l'avez dit au début, moi je travaille chez Pernod Ricard France, donc filiale française du groupe Pernod Ricard. Pour nous, c'est important de défendre déjà nos produits français qui sont dans nos usines françaises, nos apéritifs à la française. Donc ça, c'est en cela déjà qu'on veut travailler le Made in France. Et après, effectivement, on essaye de travailler au maximum avec des fournisseurs français. Donc en l'occurrence, tous nos verriers sur la marque Ricard sont français. Toutes nos bouteilles viennent de France. Mais on travaille aussi sur les ingrédients. Par exemple, sur le cas de Ricard, on a donc évidemment des ingrédients qui nous permettent de donner le goût anisé. Pendant des années et toujours, on travaille avec une source qui s'appelle la badiane, qui vient d'Asie, mais ça fait presque 15 ans qu'on a relancé la culture du fenouil en France, parce que la fenouil est aussi une source d'anis. Et donc maintenant, on a à peu près 50% de notre approvisionnement anis qui vient de France. Voilà. Et ça, on en est très fiers. Ouais. Vous parliez des emballages. Par exemple, je sais pas, il y a du plastique chez Pernod Ricard. J'imagine que oui. Comment vous essayez de réduire Non, quasiment pas. Toutes nos bouteilles sont en verre. Ouais. On a supprimé tout ce qui est plastique à usage unique, les gobelets. Voilà. Donc le plastique, c'est pas un sujet pour nous. Le sujet, c'est le verre. C'est alléger ces bouteilles. C'est peut-être aussi mettre plus de verre recyclé dans les bouteilles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique une bouteille, c'est pas que des matières premières nouvelles. On utilise des bouteilles qui ont déjà été utilisées, qu'on jette tous dans nos bennes près de chez nous. Et donc, par exemple, sur la bouteille Ricard, toujours, on a plus de 80% de verre recyclé. Ça veut dire que pour fabriquer de nouvelles bouteilles, on a quand même utilisé 80% d'anciennes bouteilles. Donc ça, c'est vrai sur des bouteilles colorées, c'est moins vrai sur des bouteilles transparentes. Donc on a des sujets autour de ça. Alors, je continue de dérouler un peu les engagements ou les actions RSE. Il y a notamment ce partenariat avec la fondation Ellen MacArthur. Ellen MacArthur, évidemment, grande navigatrice. Dans quel esprit? Pour faire quoi? Ellen MacArthur, elle est vraiment engagée sur cette notion de packaging. Donc, nous, tout ce qui concerne l'éco-conception, en fait, va nous intéresser. Oui. C'est-à-dire que, donc, je parle des bouteilles. On fait aussi des offres cadeaux, des coffrets. Voilà. Donc, tout ce qui est... On a vraiment une démarche d'éco-conception. Et c'est en ligne avec les engagements d'Ellen MacArthur. On est aussi, et je reviens sur le verre, on est aussi signataire de la charte 100% vert pour inciter les gens à trier leurs bouteilles. Voilà, c'est sur tous ces sujets qu'on est engagé. Oui, et puis alors il y a cet événement RSE annuel. Dernier exemple, à Villetaneuse, je crois, vous avez réuni plusieurs centaines de collaborateurs. C'était quoi le défi qu'ils ont relevé ce jour-là ? À l'île Sainte-Marguerite. Alors, je ne sais pas, moi j'ai vu Villetaneuse où ils ont retapé une ferme. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est l'île Sainte-Marguerite. En fait, on
On s'est réunis récemment dans le cadre de notre congrès d'entreprise. Ouais. Et chaque année, depuis 11 ans, on a une journée qu'on appelle le Responsible Day. Ouais. Et donc, où on encourage tous les collaborateurs à avoir une action autour d'un sujet de RSE. Et là, c'était vraiment une première parce qu'on était tous ensemble sur l'île Sainte-Marguerite. Et on a donc, avec l'ONF, travaillé à débroussailler, aux déchets, à éliminer tous les déchets sur la plage, à effectivement repeindre du mobilier extérieur, etc. Ça représentait plus de 6 mois de travail d'une personne. Le fait que tous ces gens sont venus en quelques heures faire ce genre de travaux. Et ça plaît beaucoup aussi aux collaborateurs parce que ça donne du sens, en fait. Les gens veulent vraiment participer. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est qu'aujourd'hui, la RSE, c'est pas l'affaire de quelques personnes. C'est pas l'affaire de techniciens non plus. Bien sûr, il faut de la technique, de l'innovation. Mais c'est aussi embarquer tout le monde. Et tout le monde a envie de travailler au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Cécile de Villers. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat à la découverte d'un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. Le débat de Smart Impact avec mes invités, Hugoline Soler, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente, fondatrice de Recnorec, à vos côtés Thomas Meyer, bonjour. Bonjour. Le président de SOCAPS, Entrepreneurs pour la planète, association d'intérêt général qui œuvre pour la transition écologique des entreprises. Le principe, c'est de mettre en contact des porteuses et porteurs de projets à impact avec des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises qui vont à la fois jouer les mentors et progresser dans leur connaissance des enjeux environnementaux. Voilà, j'ai un peu poser le décor. Est-ce que vous diriez, Hugoline Soler, qu'il y a un côté donnant-donnant ou gagnant-gagnant dans ce binôme ? Complètement. Mais il faut, moi je cherche que du gagnant-gagnant de toute façon. Ouais. Oui, c'est super positif. On s'est complété en termes humains, je pense. On s'est apporté l'un et l'autre des choses assez fortes. Moi, en tant que bénéficiaire de l'aide technique, et puis toi, tu pourras en parler de ton côté. Mais voilà, je pense qu'au niveau de nos équipes, il y a eu des interactions vraiment très, très intéressantes. Oui, parce que c'est intéressant, c'est vous et les équipes de vos entreprises respectives. Thomas Meyer, peut-être comment vous avez découvert Entrepreneurs pour la planète et puis ensuite, pourquoi vous avez décidé de vous y engager ? Alors la découverte, c'est que chez nous, donc on est devenu société à mission il y a quelques temps, en 2021, et on a associé au fait de prendre la qualité de société à mission un programme de mécénat de compétences. Donc on a cherché des solutions de type plateforme de mécénat de compétences pour que les équipes puissent s'inscrire et offrir du temps de travail à des projets qui leur tenaient à cœur ou des associations. Et donc dans ce contexte-là, en regardant sur Internet, j'ai découvert Entrepreneurs pour la planète, on m'en a parlé, et du coup ça s'est fait assez simplement, on s'est inscrit sur la plateforme et puis il y a eu un match et du coup... Qui choisit ? Est-ce que c'est vous qui choisissez c'est un choix mutuel. Tu présentes le projet, après nous on voit les projets, on s'est dit tiens, alors Recnorec avait pour nous du sens parce qu'un projet technique, parce qu'un projet à fort impact environnemental, donc ça matchait bien avec ce qu'on cherchait. Et ensuite le lien s'est fait. On s'est rencontrés et puis on s'est dit, en fait, c'est pas une personne, c'est plutôt une équipe qui doit parler à une équipe. Ouais. Parce que SOCAP, c'est une coopérative, c'est ça ? Absolument. C'est quoi votre business en quelque sorte ? Alors, donc nous, effectivement, notre modèle, c'est un modèle coopératif. Donc, on est un opérateur d'assistance technique industrielle. On aide des gens qui fabriquent des machines, qui exploitent des usines, à concevoir, à assembler, à installer, à maintenir, connecter, optimiser, relocaliser leurs outils de production. Ouais. On le fait dans 120 pays chaque année. On est présent dans 67 pays. Et on le fait avec un modèle coopératif. Donc, on a 390 sociétaires votants chez nous, parmi les 1000 techniciens, qui sont nos actionnaires et nos techniciens. Hugoline Soler, vous étiez déjà venu dans l'émission présenter Recnorec, mais bon, les téléspectateurs ne sont peut-être pas les mêmes, donc il faut recommencer. C'est quoi Recnorec ? Recnorec, c'est une start-up sociale, au sens de l'économie sociale et solidaire, qui a une vocation industrielle pour implanter un procédé relativement low-tech, qui a pour but de recycler les plastiques qui échappent aux filières de recyclage. Nous, on les appelle les plastiques orphelins de recyclage, des plastiques non dangereux et extrêmement présents dans nos environnements, de les recycler en un matériau qui ne va pas redevenir un plastique, mais qui va redevenir une planche de bois. Et je vous montre quelques échantillons. C'est pas les mêmes que la dernière fois, d'ailleurs. On a avancé. Donc c'est quoi ça peut remplacer le bois, ça ? Ça remplace le bois dans de très nombreuses applications, notamment extérieures, parce que c'est un bois, une matière imputrescible, qui n'a pas besoin d'être traitée pour tenir l'extérieur, qui dure très longtemps. Et également dans des applications intérieures, puisqu'on nous propose de travailler sur une gamme de mobilier de bureau
Donc j'espère qu'on pourra présenter ça prochainement. On peut aller vers des définitions assez sympathiques. Là, on a notre produit multicolore en intégrant une partie de jouets. Donc voilà, en fonction des recettes qu'on va réaliser, des sourcings, des caractéristiques particulières des déchets qu'on va nous proposer, eh bien, on va pouvoir créer des finitions spécifiques. Alors, le binôme, il s'est créé en juin 2021. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que Thomas Meyer et les équipes de Socap ont apporté à votre entreprise? Alors nous, on était au stade où on passait de la R&D à de la microproduction dans notre atelier. Donc il fallait qu'on engage une phase un peu plus structurée de production plus régulière, avec aussi une approche de sécurité de nos installations. L'équipe avait grandi aussi. Donc il fallait qu'on apprenne ce que c'était que de produire avec aussi un plan de maintenance, avec des consignes plus claires et puis une organisation plus professionnelle finalement. Alors, on n'était pas encore à l'échelle industrielle qu'on prépare là aujourd'hui, mais il fallait qu'on apprenne pas mal de choses. Et ça, moi, je ne l'avais pas dans mes compétences. Mon équipe est très jeune, motivée mais très jeune, et on a eu besoin d'un coup de pouce. Donc c'est ma chargée de communication qui a découvert Entrepreneurs pour la planète et qui m'a dit « ça t'intéresse ?» Je dis « bah oui ». Et après, quand on s'est rencontrés, on s'est dit que c'était une bonne idée. Et donc, comment vous êtes intervenu à titre personnel et puis avec vos collaborateurs? Alors, c'est assez simple. D'abord, on s'est rencontrés, on a échangé, on a vérifié qu'il y avait un match relationnel et puis de valeurs, de projets entre nous. La dimension technique dont vous parliez aussi, intéressant. Exactement. Donc, il y a des procédés de plasturgie, il y a des problèmes de machines, de plans de prévention, de plans de maintenance, de gamme, etc., qui sont notre quotidien en termes de business habituel, dans l'agroalimentaire, dans la santé, dans la logistique automatisée. Et puis là, on s'est dit, tiens, c'est sympa parce qu'il y a un projet qui a un supplément d'âme et un projet qui matche bien avec notre tournant clean tech qu'on est en train de prendre. Donc, ça nous fait une référence additionnelle de savoir-faire et peut-être qu'on peut apporter quelque chose en mettant en face des équipes du Golin des contreparties, des miroirs chez nous avec notre directeur technique, notre responsable de la sécurité, un chef de projet maintenance industrielle pour que ces gens-là se parlent et se disent « Ok, t'en es où ? Ok, bon, là, il faut peut-être que tu progresses dans tel et tel axe. Tiens, je te mets des outils en main qu'on utiliserait dans des grands sites industriels internationaux à la portée de ton... en l'adaptant à ton contexte pour faire en sorte qu'opérationnellement, très concrètement, le lundi d'après, ils puissent faire des plans d'amélioration. Mais alors, c'est intéressant parce que je reviens à la toute première question sur le côté donnant-donnant ou gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous en avez retiré quoi également de votre côté? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que ça permet de travailler en équipe pour autre chose que faire des sous. Et ça, c'est pas mal de temps en temps dans la vie de se dire qu'il n'y a pas que ça qui compte et que tout en étant une entreprise, on peut avoir aussi une dimension plus karma que business. Et ça, c'est pas nul. Et le deuxième truc, c'est que ça permet de toucher du doigt ce que ça veut dire l'économie circulaire. Donc le procédé de plasturgie, c'est une boucle d'économie circulaire courte où on va chercher des déchets a priori non recyclables et on en fait autre chose. Et ce autre chose, par ailleurs, ça préserve la ressource forestière. Donc on rend concret ce que ça veut dire l'économie circulaire. Et dans l'industrie traditionnelle, on a tendance parfois à produire sans trop se poser la question de la fin de vie ultime de ce qu'on produit, de ce à quoi on contribue, de ce qu'on contribue à produire. Et donc là, ça permet de rendre très 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 concret ce que ça veut dire ce concept-là. Qui sont vos clients, question double, qui sont vos clients aujourd'hui et est-ce que vous pourriez trouver un débouché aux produits de Recnorec chez vos clients? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nos clients, c'est plutôt des grands groupes internationaux de l'agroalimentaire, de la santé, de la logistique mondiale. De plus en plus des sociétés qui fabriquent des équipements et des techno clean tech. Est-ce qu'on pourrait trouver un débouché? Sans doute pas, parce que la cible marché de Recnorec pour le moment, c'est notamment les équipements publics, les matériaux type bancs, équipements pour les jardins, etc. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est scouter pour eux des machines et les aider sur le choix des outils et des techniques à mettre en œuvre sur leur futur stade industriel, puisque Recnorec est en train de passer à cette étape-là. Et donc l'idée, c'est qu'on continue à les accompagner sur la phase d'après. D'accord. Alors justement, vous avez lancé une levée de fonds citoyenne. Alors sur quel site et avec quel objectif? Alors sur le site de We Do Good. We Do Good, c'est une plateforme de financement participatif qui est assez originale dans son format puisque c'est du prêt remboursé sur des royalties.
Donc au fur et à mesure qu'on crée du chiffre d'affaires, on a une partie de ce chiffre d'affaires, 3%, qui sont répartis sur toutes les personnes qui auront prêté de l'argent à l'entreprise. Donc c'est une opération sur 5 ans au fur et à mesure de notre développement. Donc c'est très très bien au stade où on est, parce que c'est difficile de convaincre des investisseurs quand on n'a pas encore d'outils de production, ce qui est le principe de l'industrie avant qu'elle s'installe. Et donc on peut travailler en fabriquant de la valeur et avancer comme ça. Donc ça c'est super intéressant. Et l'objectif donc de cette opération, c'est de financer la mise en service industrielle. Donc on attaque à partir de cet été l'installation dans un nouveau local et l'installation de nos machines, donc petit à petit, parce que voilà, moi je fonctionne pas à pas. Hein. Donc les premiers pas, c'est installer notre cœur de process, le valider, faire adapter nos recettes de déchets, qualifier le matériau, parce qu'à chaque fois qu'on change d'échelle, il y a des petites modifications à assimiler. Et donc cette levée de fonds, elle nous permet de financer ces machines, de bénéficier d'un complément de prêt, parce qu'on a eu la chance d'être soutenu par France Active, qui est l'agence de l'économie sociale et solidaire, qui nous accorde un prêt de 200 000 euros, qui tombera dès qu'on aura validé. Donc j'encourage tout le monde à nous soutenir sur cette opération. Et donc de disposer des fonds pour pouvoir maintenir l'équipe. On est déjà 12 personnes. Il faut qu'on continue à recruter une équipe de production. Des candidats, pourquoi pas aussi. Vous cherchez quel profil? Allez-y. Je cherche des profils assez agiles, avec des compétences en maintenance, de l'ouverture sur la production, capacité à gérer une usine qui va être toute petite et assez expérimentale, puis qui va se développer. Donc, et des profils qui sont évidemment hyper motivés par l'économie circulaire et par les valeurs qu'on porte. Donc cette usine, première usine, est-ce qu'on n'est plus dans le prototypage? On est dans le début de la production? Alors, il y a toujours des petits décalages sur les mots. Moi, je parlais de pilote pour nos machines de recherche et développement. Là, oui, on peut parler de prototypes industriels qui, globalement, vont constituer une vraie ligne de production. Et donc, à partir de cet hiver, on sera à une capacité de 200 kg par heure, environ 300 tonnes par an. Donc, ça commence à être quelque chose d'un peu normal. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans cette phase-là? Parce que vous êtes aussi là pour ça. Oui, alors il y a beaucoup de pièges. D'abord, il faut se rendre compte que l'industrie, c'est beaucoup de capitaux. Et donc, il faut quand même des sous. Et donc, le premier sujet, Hugoline en parlait, c'est de lever des fonds et d'avoir un effet de levier pour être capable d'avoir une capacité à emprunter. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on a réglé le problème du foncier, il y a un sujet qui est la puissance énergétique, en particulier dans la plasturgie. Et en ce moment, l'énergie, c'est un énorme sujet. Donc, toutes les machines qui peuvent constituer ou contribuer à moins consommer d'énergie, c'est plutôt une bonne nouvelle dans les temps qui courent. Et puis enfin, il faut toujours se dire que quand on installe une ligne, il faut anticiper celle d'après. Et donc, il faut éviter de prendre des choix trop définitifs sur les choix techno et sur l'implantation pour se dire qu'est-ce qui se passe quand on passe de 300 kg à 500, à 600. Est-ce que le site le permet? Est-ce que la ligne le permet? Est-ce qu'on peut démultiplier la production? Et ça, c'est au début que ça se prévoit. Une fois que c'est fixé au sol et que tout est acheté, c'est un peu trop tard. Donc, on est aussi là pour peut-être donner un avis supplémentaire ou un regard bienveillant par rapport aux cahiers des charges qui ont été émis, par rapport aux choix qui ont été faits et faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possibles qui soient faites à l'arrivée. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. À bientôt sur Bismart et bon vent à vos entreprises respectives. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour Axel Traîneau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Tinti. L'histoire de cette start-up, elle commence en pleine crise Covid 2020. Votre restaurant doit fermer, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Alors oui, tout à fait. Notre restaurant était fermé et donc on a commencé à relooker des meubles avec notre frère dans notre bar à Paris. Et donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait solliciter un professionnel pour nous proposer plusieurs simulations de design. Donc, ce qu'on a fait, et on a reçu ces simulations de design qu'on a fait voter à nos amis experts en décoration. Et donc voilà, on a eu le design
design qui était le plus attrayant pour nos clients. Et donc c'est là qu'est née l'idée de Tinti, mêlée aussi à une prise de conscience sociale et écologique, qui m'a fait découvrir les entreprises à impact, qui sont portées par des entrepreneurs qui ont au cœur de leurs préoccupations la maximisation de l'impact social et écologique, tout en assurant l'efficience écologique de leur business. Et donc là, vous vous dites, on va créer cette entreprise. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de récupérer des meubles, de les faire travailler par des ébénistes. C'est quoi le modèle en quelque sorte? Alors le modèle, en fait, Tinti est donc d'abord une entreprise d'insertion et c'est un site de vente en ligne de mobilier et décoration de seconde main spécialisé dans le relooking et la personnalisation. Donc on y trouve tout d'abord des vendeurs qui commercialisent des meubles de seconde main bruts en l'état et des meubles qui ont déjà été remis au goût du jour. Et ensuite, Tinti vend en direct une troisième catégorie de meubles qui sont des meubles à personnaliser. Et donc là, c'est notre spécialité. Donc on récupère ces meubles dans les recycleries, sinon ils auraient été jetés. Et dans un premier temps, ils sont restaurés et préparés dans notre atelier par nos ébénistes professionnels et salariés en parcours d'insertion. Et ensuite, ils sont mis en ligne. Une fois mis en ligne, le client a plusieurs choix, soit personnaliser le meuble à partir de plusieurs designs qu'on propose, ou à partir de l'outil de design graphique innovant qu'on développe. Donc sur la plateforme, ça c'est une plateforme, j'imagine, c'est une plateforme, c'est une marketplace. On peut, entre guillemets, s'amuser à donner différents looks à ces meubles, c'est ça? Exactement. Soit à partir de plusieurs designs tendances qu'on a imaginées, soit à partir de l'outil graphique qui ouvre la photo du meuble, qui permet au client de sélectionner l'intégralité ou des parties précises du meuble, lui attribuer des couleurs de peinture, des papiers peints, etc. Et donc une fois qu'il a choisi son design, le client a deux possibilités. Soit se faire transformer le meuble par notre atelier, localisé en Vendée, soit se faire livrer le meuble réparé et poncé, avec les peintures et fournitures nécessaires, ainsi qu'un tutoriel pour le guider, l'accompagner dans sa réalisation. Donc là, on adresse aussi le marché du do-it-yourself, qui a également explosé pendant la crise Covid, par un besoin des citoyens de réutiliser leurs mains. Et voilà. Alors, vous en êtes tout du développement de Tinti, puisque c'est une toute jeune entreprise. Il y a déjà quoi, une gamme de meubles proposés sur le site. Comment ça, vous en êtes tout? Alors, on a lancé la communication par une campagne de financement participatif sur Ulule pour commencer à se faire connaître. Elle est toujours en cours, cette campagne? Elle est toujours en cours et elle finit au 14 juillet. Et derrière, on est en train de finaliser l'aménagement de notre atelier, le design graphique aussi de notre site, qu'on est en train de peaufiner pour qu'il soit beau pour notre lancement qui est prévu pour septembre. On a déjà commencé. Donc la plateforme, pardon de vous interrompre, c'est tinti.fr, c'est ça? Tinti.fr, tout à fait. Donc elle sera disponible en septembre prochain? Elle sera disponible en septembre prochain. Pour l'instant, il y a juste une page d'accueil où on peut retrouver les éléments du concept. Mais voilà, on est encore dans cette phase de préparation où on récupère des meubles auprès des recycleries, notamment notre recyclerie partenaire Recyclavi qui est basée en Vendée. Et auprès de particuliers, pour avoir un nombre de meubles suffisamment important pour que ça soit intéressant pour nos clients à notre ouverture. Et oui, pour pouvoir démarrer. Entreprise d'insertion, vous l'avez dit, ça veut dire quoi? Alors, entreprise d'insertion, en fait, on va accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi, public prioritaire, qui peuvent être des chômeurs longue durée ou des personnes en situation de handicap. Et on va les accompagner socialement, professionnellement, par de la formation, les aider au retour à l'emploi ou à l'employabilité. Et donc ça, sur plusieurs postes. On va avoir un poste d'agent polyvalent de relooking ou de manutention conditionnement. Et donc, ils vont développer des compétences qui sont transférables vers d'autres métiers qui sont en tension sur le territoire. Par exemple, le BTP, etc. Donc, plusieurs intérêts pour les entreprises qui, du coup, obtiennent de la nouvelle main-d'œuvre et pour les salariés qui vont facilement trouver du travail parce que les entreprises recherchent activement. Évidemment. Merci beaucoup. Bon vent à Tinti. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Joséphine Dacoury, Hugues Sabatier, Raphaël Morel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut.